Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce deuxième webinaire consacré à la crise universitaire. Donc c'est un webinaire qui s'inscrit dans un cycle porté par l'Agence universitaire de la francophonie, un cycle intitulé L'actualité des réseaux francophones et qui est organisé en partenariat avec The Conversation France. Je suis personnellement chef de rubrique éducation pour ce média qui vise à faire le lien entre l'actualité et la recherche universitaire. Alors, les universités sont touchées par la crise sanitaire actuelle, elles sont aussi touchées par différentes crises sociales qui lui imposent de se réinventer dans ses missions de transmission des connaissances au niveau de l'accueil des jeunes, la formation des citoyens. Et donc, le but de ce webinaire, c'est un petit peu de voir quels sont les défis qui se posent aux universités, la manière dont les universitaires ont identifié ces défis et les solutions qu'ils apportent collectivement pour y faire face. Donc l'idée, c'est que ce soit un webinaire assez pratique, ouvert sur des retours de terrain. Donc dans un premier temps, nous allons parler de tout ce qui touche à la pédagogie avec Lilia Cheniti et Eric Sanchez. Donc Lilia Cheniti, vous êtes maître de conférence en informatique à l'Université de Sousse, vous me corrigez s'il y a un souci. Vous êtes coordinatrice de la cellule d'innovation pédagogique et du numérique dans cette même université. Eric Sanchez, bonjour. Alors, vous travaillez sur toutes les questions d'innovation pédagogique, les usages du numérique en éducation et la conception de jeux destinés à des usages éducatifs. Et vous êtes depuis Genève, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est sympa. Exact. Ensuite, on va parler d'une question qui fait les grands titres des journaux dans beaucoup de pays francophones, qui est la question du mal-être étudiant. Nous allons en parler avec Élise Tenray, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine et qui travaille qui est aussi chargée de mission à l'Observatoire de la vie étudiante et qui a travaillé sur une enquête, justement. Alors, l'enquête est intitulée « La vie étudiante au temps de la pandémie de Covid-19 ». Voilà, donc on aura les premiers retours sur le terrain de ce point de vue-là. Et enfin, avec Élise Blangeot, qui est directrice du rayonnement international à l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour, on va parler de la crise des réfugiés. C'est une crise que vous affrontez depuis un certain temps et vous avez un retour sur les solutions collectives à mettre en place. Et donc, vous allez nous parler. Alors, on va commencer avec vous, Lilia Cheniti et Eric Sanchez, sur toutes ces questions de pédagogie, parce que c'est vrai que voilà, l'université, le modèle de la classe avec les élèves face aux professeurs, le cours qui se dispense voilà, dans un espace-temps bien défini, tout ce modèle-là a explosé avec la crise sanitaire dans tous les pays. Et donc, tout ça a été transposé vers un canal, le numérique. Alors, c'est ce que vous me disiez dans la préparation, c'est pas qu'une question de technologie, voilà, c'est pas qu'une question d'outils. Il est nécessaire de réfléchir à la manière de les doser et la manière de les choisir et de solliciter les étudiants. Alors, d'abord, on va voir avec vous, Lilia Cheniti, vous parliez de cette question d'enseignement à distance. On parle globalement, on a fait une sorte de schématisation. D'un côté, il y aurait le distanciel, de l'autre, le présentiel. Vous disiez que c'est plus compliqué derrière cet enseignement à distance. Il y a des périodes, il y a eu des phases d'adaptation. Je vous laisse nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Merci beaucoup pour l'invitation pour ce webinaire. Je voudrais revenir aux différentes phases par lesquelles nous sommes passés durant la dernière année face à cette crise, et j'estime que nous sommes passés par 3 principales phases. La première phase était une phase relative à la continuité pédagogique et était principalement pendant la période de confinement. Et là, au niveau de cette phase, nous avons constaté que nous avons principalement eu un enseignement dirigé à distance, c'est-à-dire qu'on a pu reproduire ce que nous faisons en présentiel à travers certains outils. Et je dirais qu'à ce niveau-là, et durant cette phase, nous avons constaté plusieurs problèmes. Des problèmes au niveau de la connectivité, des problèmes au niveau des choix des outils, des problèmes au niveau des compétences pédagogiques pour passer à l'enseignement numérique. Et pour cela, je citerai comme exemple, par exemple, au niveau de mon université, nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement des enseignants. Par exemple, pendant un mois, nous avons pu accompagner 600 enseignants pour qu'ils puissent, en quelque sorte,
assurer certains enseignements en ligne. Mais on ne peut pas parler réellement d'un enseignement à distance correct pendant cette phase. Parce qu'au niveau de la deuxième phase et à la rentrée universitaire, là, alors, juste sur cette première phase, en fait, vous avez transposé tout simplement ce qui se faisait en cours avec des outils. D'accord. Avec des outils. Durant la deuxième phase, là, nous sommes passés à une autre étape, c'est l'hybridation. Et là, à ce niveau-là, on peut distinguer deux niveaux. Un niveau méta où il y a eu une certaine réorganisation du système éducatif, c'est-à-dire nous avons réorganisé les emplois du temps, nous avons réorganisé la répartition des étudiants au niveau des groupes. Donc, c'est un niveau méta d'hybridation. Ensuite, il y a eu, en même temps, en parallèle avec ce niveau, un niveau beaucoup plus méso, c'est-à-dire qu'on a mis en place des activités en ligne pour les étudiants. Donc, cette hybridation, on la qualifie en quelque sorte à travers une articulation entre le présentiel et le en ligne, tout en offrant une certaine flexibilité aux étudiants, puisque nous allons permettre des apprentissages distanciels, nous allons permettre des apprentissages collaboratifs, nous allons permettre des apprentissages donc individuels également, informels, formels, etc. Alors ça, on y est arrivé au bout de quelques mois, c'est ça, c'est à peu près en septembre, voilà, d'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, surtout cette phase, si on peut dire, c'est la phase post-crise et qui nécessite encore plus d'efforts. Cette phase va en fait bâtir sur ce que nous avons déjà mis en place en termes d'hybridation, mais aller plus vers l'innovation pédagogique et aller plus vers l'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire, on a besoin maintenant de réfléchir sur les contenus qu'on va mettre en ligne, de travailler sur des aspects en rapport avec la scénarisation pédagogique, de mieux préparer des contenus qui peuvent combler certaines compétences manquantes et demandées par le marché de travail. Donc là, il y a vraiment un effort à mettre en place pour, en quelque sorte, utiliser le numérique pour introduire des scénarios innovants d'enseignement, mais en même temps faire des efforts en termes d'ingénierie pédagogique. Donc c'est à peu près, à mon avis, les différentes étapes, particulièrement au niveau des universités, donc à l'échelle ménage, si je me permets de le dire, puisque par exemple au niveau de la période de confinement et dans le cadre de notre projet Learning Lab avec professeur Eric Sanchez, professeur Rad Al-Khayat et professeur Bilal Saïd de l'Alexandrie et du Liban. Oui, tout ça, en fait, vous l'avez observé en fait dans le Learning Lab qui réunit 4 universités, c'est ça, voilà. Exactement. Et ça nous a permis de partager nos expériences par rapport au déroulement de ces enseignements numériques, mais également d'écouter le feedback, de prendre le feedback des étudiants et comment ils ont pu vivre ces différentes transformations en termes d'enseignement. Voilà. D'accord, donc on voit que là, vous êtes dans une phase, c'est la phase de défi en fait qui commence, lors de laquelle on n'a pas toutes les réponses, mais il y a tous les éléments qui ont été soulevés, tous les problèmes qui ont été soulevés lors des 2 premières phases, que maintenant il s'agit de résoudre avec de nouveaux scénarios. Alors là, on se centrait sur les cours, la transmission des savoirs dans la salle de classe. Vous, Eric Sanchez, vous attirez notre attention sur le fait qu'il y a une expérience beaucoup plus globale, qu'on n'apprend pas seulement en classe, que l'université, c'est pas seulement la salle de cours, c'est tout un campus. Vous parliez d'expérience campus qui participe à l'apprentissage. Alors, dites-nous en plus sur ce point. En fait, il s'agit aujourd'hui de transposer cette expérience campus avec le numérique. Est-ce que c'est possible? Oui, alors, ce n'est pas rien de transposer déjà les enseignements. C'est déjà une lourde tâche, surtout dans une période d'urgence où tout n'est pas en place d'un point de vue technique, les compétences des enseignants ne sont pas là, les compétences des étudiants ne sont pas là. Mais il me semble qu'il y a en plus un impensé, mais là, par contre, là, c'est vraiment un impensé dans le sens, j'ai l'impression que personne ne réfléchit sur cette question, c'est de se dire que, enfin, moi, je le vis en tant qu'enseignant, qu'professeur dans une université et dans les diverses universités où j'ai travaillé, on voit bien, et il y a peu de travaux, par contre, qui documentent ça, mais et les travaux aussi, hein. Mais on sait bien que les étudiants, ils apprennent de manière informelle
en dehors de nos salles de TD, de nos salles de cours. Ça, c'est certain. C'est dans ces espaces communs qui peuvent être la bibliothèque, mais aussi la cafétéria, qui peuvent être les espaces où ils s'installent, où ils vont discuter entre eux, ils vont débriefer sur le cours, ils vont créer leur futur réseau professionnel, ils vont être amenés à échanger des idées. Je pensais aux jeux vidéo, parce que c'est mon domaine de prédilection. Enfin, les jeux vidéo ont été inventés par des étudiants qui venaient la nuit à l'université, parce que c'était la nuit que les ordinateurs étaient disponibles, les professeurs leur laissaient les ordinateurs disponibles. Donc la nuit, ils utilisaient les ordinateurs, et c'est là qu'ont été inventés les jeux vidéo comme Pong, par exemple, qui vous paraît peut-être complètement trivial, mais qui demandait beaucoup de créativité de la part des étudiants. Donc si on enlève ça, il me semble qu'on il y a des opportunités créées par l'environnement, quoi. Exactement, en fait. Exact. C'est là où une génération se rencontre, c'est là où des intellectuels se rencontrent, et alors au sein de disciplines, mais aussi entre disciplines. C'est là où j'en parlais avec un étudiant qui est informaticien, et je lui disais, mais tu vas pas pouvoir rencontrer le comptable, le financier qui sera capable un jour de t'aider à monter ta start-up, ton partenaire dans une start-up, parce que c'est compliqué. Alors, je pense que les étudiants, ils essayent de recréer ça de chez eux, parce qu'ils sont sur WhatsApp, et puis ils sont capables de... Mais il n'y a pas de Tinder de l'éducation, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de Tinder de l'université, donc c'est quand même compliqué à mettre en place. Alors, ça se fait de manière plutôt informelle, ou il y a déjà quelques petites initiatives? Vous parlez de WhatsApp. Est-ce que vous avez vu des enseignants? Est-ce qu'au sein du Learning Lab, il y a eu cet essai de recréer une vie étudiante autour du cours ou du travail de groupe? Alors, pas vraiment, pour être très honnête, pas vraiment, parce qu'on ne sait pas faire. Hein, très concrètement, on ne sait pas faire. Je peux donner mon expérience personnelle. Oui. Ce que je fais d'un point de vue personnel, c'est simplement, dans le cadre de mes cours, donner des moments où je laisse les étudiants tranquilles, à distance, dans des salles qui leur permettent de discuter entre eux, de dire du mal de moi, par exemple, parce que les étudiants, ils ont besoin de temps en temps de se venger sur leurs profs qui ne sont pas toujours sympas avec eux, mais aussi de discuter de choses et d'autres, et peut-être de se donner d'autres rendez-vous ou d'imaginer d'autres canaux de communication. Mais ce sont les étudiants à qui j'enseigne, donc c'est vraiment les étudiants de mon cours. Il n'y a pas de possibilité de communication avec les étudiants d'autres cours. Il y a un cloisonnement de ce point de vue-là. Et alors, en vous parlant, je me dis qu'on pourrait imaginer avec mes collègues des choses de ce côté-là, mais je dirais on a beaucoup à faire, et on ne s'est pas encore vraiment saisi de cette question. D'accord, mais il y a déjà une réflexion au sein de la classe. Vous-même, en tant qu'enseignant, vous avez créé de nouveaux temps de cours, quoi. Enfin, voilà, en tout cas, on essaye. En tout cas, on essaye de le penser. Mais je ne pense pas que ça soit une question dont beaucoup de personnes se soient saisies. Pour moi, c'est un impensé. Hein. Pour moi, c'est une question qui n'a pas été institutionnalisée, par exemple, au sens où j'ai jamais entendu parler d'une réunion au niveau du rectorat qui serait saisie de cette question. Peut-être que j'ai pas connaissance. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler ici, justement, pour soulever ces défis-là. Donc, il y a un défi sur la question de cette expérience campus. Alors, l'enseignant doit réfléchir à d'autres moyens de faire groupe, de créer du collectif, mais l'enseignant, enfin, plus globalement, sa position change. Lilia Chinetti, vous évoquiez différents défis. Vous disiez, l'enseignant devient facilitateur. Qu'est-ce que c'est que facilitateur ? Justement, tout ce changement va pousser l'enseignant à changer de rôle, à devenir facilitateur. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup plus un rôle pour orienter les apprenants, pour les guider, pour leur apporter un feedback, une motivation pour continuer à suivre leurs enseignements. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a une nécessité d'accompagner les enseignants et de les former pour ce changement de rôle. Également, pour les étudiants, il y a un changement de rôle. L'apprenant va avoir un rôle beaucoup plus actif dans son apprentissage, puisqu'il va être sollicité pour faire des activités, pour collaborer avec ses pairs, pour utiliser différents outils pour l'apprentissage. Donc, d'abord, il y a ce défi pour accompagner les enseignants à travers des formations en termes de compétences en pédagogie numérique. Ensuite, il y a d'autres défis. Il y a des défis en rapport avec les contenus qu'on va délivrer. À mon avis, il faudrait également renforcer et appuyer encore les efforts autour de tout ce qui est éducation ouverte, tout ce qui est ressources éducatives libres et partage des pratiques pédagogiques.
ce qui permettra en quelque sorte d'assurer cette équité en termes d'enseignement et d'assurer un accès aux ressources pédagogiques. Ensuite, il y a encore un effort à faire, particulièrement dans certains pays, en termes de connectivité, en termes d'accès aux technologies et aux infrastructures techniques, ce qui permettra de réduire cette fracture, de réduire ce gap en termes d'accès au numérique. Et un dernier point important à mon avis, c'est qu'il faudrait également mettre l'accent sur l'utilisation des données de l'apprentissage, c'est-à-dire exploiter les données que nous allons recueillir à partir de tous ces environnements, à partir de tous ces outils, de manière à récolter des indicateurs qui vont nous permettre d'améliorer un tout petit peu les processus d'apprentissage. D'accord, ouais, pour avoir un retour sur les évolutions des élèves et mieux adapter les contenus qu'on leur propose. Sur cette question de l'adaptation, avant de passer aux questions plus globales et étudiantes, Eric Sanchez, vous disiez justement qu'il y avait quelques points sur lesquels il faut veiller pour que l'enseignement en ligne marche. Vous disiez qu'il y avait un changement de point de vue à adopter, ne plus se dire seulement on enseigne, se dire les étudiants apprennent. Voilà, passer de cette optique-là. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce rôle de facilitateur qu'évoquait Lilia Chinetti? J'évite d'utiliser pour ma part le rôle de facilitateur. J'aime bien ce que dit Lilia, mais j'évite de l'utiliser parce que les enseignants sont avant tout les experts de leur discipline. Et c'est la plus-value qu'ils ont. Et après, je suis complètement d'accord avec le fait que, effectivement, quand on se retrouve dans cette situation telle que celle que l'on vit actuellement, il va falloir changer un peu de perspective parce que la transposition de ce que l'on fait en présence, enfin, justement, ce qu'on fait en présence n'est pas transposable à ce qu'on fait en distance. C'est-à-dire qu'il faut repenser les choses. Vous savez, quand on a fait les premières voitures, en fait, elles ressemblaient à des carrosses. Hein, on appelle ça l'effet diligence, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pensé que finalement il y a un moteur, il n'y a pas forcément besoin de mettre le moteur à la place des chevaux. Le moteur, on pouvait le mettre n'importe où dans la voiture. Donc on a des présupposés sur la manière dont on enseigne et effectivement, quand on change les conditions de travail, il faut peut-être changer complètement la manière d'enseigner. Et dans ce sens-là, oui, effectivement, l'enseignant peut devenir un peu plus facilitateur. Mais effectivement, j'avais demandé à des collègues québécois il y a quelques mois de rédiger un article pour une encyclopédie dont j'étais coéditeur autour des usages des technologies. Je leur avais dit, faites-moi quelque chose autour de l'enseignement en ligne, de l'enseignement à distance, de la formation à distance, de l'enseignement hybride. Et ils avaient fait une liste en fait de facteurs de réussite. Donc j'avais ressorti cette liste au moment de la crise en me disant, est-ce qu'on coche les éléments? Alors je ne vais pas tout vous dérouler parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a peut-être trois choses. La première, c'est celle que vous soulevez, c'est l'idée de, effectivement, quand on demande à un enseignant qu'est-ce que tu fais demain, il va vous dire demain j'enseigne. Alors qu'en fait, il faudrait qu'il vous réponde demain mes étudiants vont apprendre, parce que c'est pas tout à fait la même chose de se dire quels sont les défis auxquels moi je suis confronté ou quels sont les défis auxquels mes étudiants sont confrontés pour travailler, pour développer les compétences dans ce domaine-là. Ça veut dire prendre en compte le point dont eux-mêmes partent en fait. Exactement. Exactement, c'est ça. On doit savoir d'où ils partent et comment ils y vont et comment est-ce qu'ils savent faire. Parce qu'on parle de compétences des enseignants à enseigner à distance, mais il faut aussi parler de compétences d'étudiants à apprendre à distance. C'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça en claquant du doigt. Parmi les autres facteurs, il y en avait un qui était intéressant, c'était l'idée de mettre d'une mise en place progressive pour que ça marche l'enseignement à distance. Ben non, c'est pas du tout ce qui s'est passé au mois de mars l'année dernière. Ça n'a pas du tout été progressif et je pense qu'on peut pas parler d'enseignement à distance. Ça, il ne faut pas en parler, il ne faut pas parler de formation à distance parce que ce qu'on a fait, c'est du bricolage. La formation à distance, ça fait 20 ans qu'on en fait, on sait faire les choses. Lilia parlait tout à l'heure d'ingénierie pédagogique, on sait faire ça. La plupart des gens ne sont pas formés à faire ça et donc on n'a pas fait ça pendant le confinement, on a fait plutôt du bricolage. Et puis l'autre point que je voulais citer. Ouais, le dernier point, c'est peut-être la cohérence du dispositif. J'ai vu beaucoup de situations où finalement il y avait un prof qui utilisait Zoom, un autre qui utilisait Teams, et puis un autre qui avait utilisé son blog, et puis un autre qui utilisait le blog institutionnel. Et je crois qu'un collègue m'a dit, un étudiant, alors je pense que c'était au début à l'université de Montréal, utilise à peu près 14 outils différents pour l'ensemble de ses cours. Donc là, c'est une catastrophe pour l'étudiant. Il faut faire des choix, quoi.
Exactement. Un enjeu de choix. Et surtout, que ça soit surtout que ça soit institutionnalisé, c'est-à-dire que ça soit enfin, l'enseignement, c'est un prof devant ses élèves, mais c'est une institution surtout qui organise les conditions nécessaires pour. Exactement. Qui fixe des caps. Donc voilà, par rapport à l'expérience campus, là, vous nous disiez que peut-être aussi le fait de ne pas prendre en compte tout cet environnement peut conduire au mal-être étudiant. Et le mal-être étudiant, c'est quelque chose qui a été vraiment mis en avant, enfin là, qui est encore plus pointé avec l'évolution de la crise sanitaire et l'isolement dont peuvent souffrir certains jeunes. Donc Élise Tenray, vous avez travaillé sur cette question avec l'Observatoire de la vie étudiante à Paris, qui mène une enquête régulièrement dresse en fait un panorama de la vie étudiante. Donc cette enquête a été menée là, voilà, au moment du confinement. Ça vous a permis de faire ressortir certains éléments. Alors on voit clairement dans les chiffres que vous avez recueillis qu'il y a une détresse étudiante dont ils font état, aussi bien en termes de détresse, mais aussi en problème d'alimentation et toutes les questions de santé annexes. Alors, donnez-nous un petit peu quelques éléments voilà, qui permettent de voir en quoi ça évolue entre votre première enquête en 2016, la deuxième là en 2020. Enfin. Alors, l'Observatoire de la vie étudiante, effectivement, réalise des enquêtes tous les 3 ans pour mieux comprendre les conditions de vie des étudiants depuis les années 90. Et la dernière enquête, donc, tombée pile au moment où le confinement a commencé, donc au mois de mars. Et suite à cette enquête, on a refait une enquête au mois de juillet pour comprendre un peu les conditions de vie des étudiants spécifiques au premier confinement. Donc voilà, les résultats de l'enquête concernent vraiment le premier confinement, mais elles ont permis de mesurer des éléments qui, sans doute, permettre de comprendre la situation actuelle des étudiants, puisque l'année n'a pas vraiment repris normalement. Et c'est vrai que l'enquête a permis de montrer plusieurs difficultés qu'ont rencontré les étudiants pendant le premier confinement, à la fois des difficultés d'ordre matériel, je pense, qui permettent de comprendre aussi les difficultés sur l'état de santé et l'état d'esprit des étudiants, puisque plusieurs étudiants, un nombre d'étudiants assez important a mentionné alors en lien avec les cours à distance aussi, des problèmes de connexion Internet, donc des choses très matérielles par rapport au fait de pouvoir suivre les cours, 39%, plus d'un quart, un manque de calme pour travailler, des difficultés d'accès à la documentation, et aussi plus généralement, ils nous ont fait état de difficultés financières, puisqu'un étudiant sur 3 a déclaré avoir rencontré des difficultés financières spécifiques au confinement. Avec la perte des jobs étudiants, c'est ça? Alors voilà, il y a aussi un étudiant sur 3 qui a dû interrompre son activité professionnelle avec une perte d'environ 200 € pour les étudiants, ce qui est une perte assez importante quand on connaît les budgets étudiants. Alors, le budget étudiant resitué 200 € sur un budget classique de... Alors c'est à peu près 900 €, mais un budget moyen, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, parce que entre un étudiant qui travaille, un étudiant qui habite chez ses parents, un étudiant de 18 ans, un étudiant de 25 ans, c'est des situations très différentes et qui ne sont pas forcément le signe. C'est pas parce qu'on a un budget plus faible qu'on est plus précaire. Ça peut être qu'on est plus enveloppé par sa famille, qu'on est moins autonome. Donc ça, c'est les difficultés matérielles qu'on a pu repérer dans l'enquête, mais il y a aussi des difficultés relationnelles qui se sont ajoutées à ces difficultés matérielles, puisque un étudiant sur 2 nous a quand même indiqué avoir souffert de solitude ou d'isolement pendant le confinement. Un étudiant sur 3 a fait état de conflits relationnels avec les personnes avec lesquelles il ou elle était confiné. Et les étudiants ont aussi souligné qu'il manquait finalement avec ces cours en ligne de relations avec leurs camarades. Plus d'un étudiant sur 3 a dit qu'il avait souffert de ce manque de relations avec les autres étudiants. Alors juste peut-être pour revenir à un point dont je me souviens de votre présentation, c'est que vous aviez entre 2016 et 2020 noté que nombre de facteurs s'amélioraient en termes de vie étudiante, mais il y a un seul facteur qui a bougé, c'est la question de la détresse psychologique. C'est ça qui avait augmenté. Enfin, il y a une différence très nette au niveau de la proportion d'étudiants qui déclarent une détresse psychologique. Exactement. Entre 2016 et 2020, période avant confinement, on remarque que en ce qui concerne la satisfaction par rapport aux études, les perspectives d'insertion professionnelle, les difficultés matérielles, il y a une amélioration qui est sensible. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, déjà le confinement a sapé ces différents éléments. Mais par contre, ce qui déjà apparaissait dans l'enquête
au printemps, au mois de mars, c'est que les difficultés, les signes de détresse psychologique étaient en nette augmentation. On était à 20% dans l'enquête 2016, donc l'enquête précédente, et là on passe à 30%, et c'est confirmé par l'enquête menée suite au premier confinement, puisque un étudiant sur 3 présente des signes de détresse psychologique. Donc effectivement, sur ce point, et ça peut être lié aux différents éléments qui ont été mentionnés, du point de vue de la santé, on a aussi 10% des étudiants qui ont renoncé à se faire soigner pendant le premier confinement pour différentes raisons, la peur d'exposer, d'être exposé ou voilà, à la maladie. Et donc voilà, il y a différents aussi, ça a pu créer des renoncements aux soins plus fréquents de la part des étudiants. D'accord. Ça permet de comprendre un peu la situation. Donc, il y a un point qui ressort, enfin, dans ce que vous disiez, il y a une variable importante, avoir été confiné seul, avoir été confiné en famille avec des amis, ça change complètement la donne. Et donc ça, ce sont des points qui ont particulièrement affecté les étudiants étrangers, qui ont été parmi les plus touchés, si j'ai bien compris votre enquête. Exactement. Ce qu'on perçoit, c'est qu'en dépit des conflits qui ont pu être mentionnés par des étudiants qui cohabitaient avec d'autres personnes, malgré tout, et la famille notamment a pu apparaître comme une protection pendant cette période de confinement, puisque les étudiants qui étaient confinés avec des proches étaient plus satisfaits de leurs conditions de logement, d'une part, de leur alimentation aussi. Ils ont souvent moins consommé d'alcool. Hein. On repère dans l'enquête que les étudiants qui ont été confinés seuls ont par exemple beaucoup plus consommé d'alcool que les autres et plus régulièrement, et déclarent qu'ils ont une alimentation beaucoup moins équilibrée que d'habitude. Et en effet, les grands perdants, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais du confinement, ce sont les étudiants étrangers qui se sont retrouvés coupés de leur famille et qui n'avaient pas, justement, qui n'ont pas pu bénéficier de ce rôle protecteur. Et avec les étudiants étrangers, on a aussi les étudiants qui finalement étaient les plus autonomisés par rapport à leur famille, donc les étudiants les plus âgés, qui déjà étaient un peu plus loin finalement de ce cocon familial. D'accord. Donc, en évoquant cette question des étudiants étrangers, on va rebondir sur la question des étudiants réfugiés. Ce n'est pas tout à fait, c'est pas la même chose. Vous allez nous l'expliquer. Élise Glangeau, c'est un public dont vous vous occupez à l'Université de Grenoble. Vous coordonnez le comité réfugié de l'Université de Grenoble-Alpes depuis 6 ans. Et donc, vous allez nous expliquer un petit peu comment vous avez abordé cette crise, qui est une crise qui précède la crise sanitaire, et vous l'avez abordée de manière collective. Alors peut-être que la manière dont vous l'avez abordée peut montrer comment face aux crises, sont le travail, le décloisonnement des services et le travail entre différentes compétences universitaires qui permet de faire face à ces défis. Oui, tout à fait, je vous remercie. En effet, à partir de 2015, on a vu un afflux dans l'ensemble des universités européennes de réfugiés avec ceux qui fuyaient notamment la guerre de Syrie. Et donc l'Université de Grenoble-Alpes a à ce moment-là décidé de prendre sa part. Et naturellement, c'est créé un réseau, comme vous venez de le dire, multi-acteurs, donc multi-services, pour répondre à cette demande et mettre en place des dispositifs pour l'accueil des publics en exil. Donc on l'appelle le comité réfugié, mais ça inclut tous les statuts, bien entendu. Donc parmi les différents acteurs, donc on a le service de relations internationales, on vient de parler des étudiants étrangers, mais on a également les centres de langue indispensables dans le processus d'accueil. On a également le CROUS qui est là pour la partie logement et aide sociale, des associations comme le réseau Université Sans Frontières qui est très actif. Et puis on a eu la chance d'avoir un référent qui s'est désigné volontairement dans chacun des établissements universitaires des campus grenoblois. Donc ça a permis de répondre à cette mission première qui est l'université, à laquelle on participe tous, qui est vraiment donner accès à l'éducation à tous dans les meilleures conditions. Et donc on a mis en place au fil des années différents projets structurants pour améliorer cet accueil. Un des premiers dispositifs qui existe dans plusieurs universités en France, c'est la mise en place d'un diplôme universitaire qui s'appelle DU-PASS étudiants en exil. Donc c'est un diplôme spécifique qui permet aux étudiants migrants d'obtenir le niveau nécessaire de français, souvent le niveau B2, pour intégrer un diplôme dans nos universités et puis se forger un avenir, s'insérer dans la société française. Donc c'est pour ça que ça s'appelle souvent passerelle, c'est une passerelle vers une nouvelle vie, c'est essentiel.
On a mis également en place un bureau d'accueil pour les étudiants en exil qui s'appelle le bureau Colibri. Donc ça, c'est pour gérer toutes les questions administratives, le bureau d'accueil. Tout à fait. Le bureau d'accueil, c'est la porte d'entrée. C'est géré par deux emplois étudiants qui font la porte d'entrée dans la jungle administrative française et les différents services vers lesquels ils vont devoir s'orienter. On parlait tout à l'heure des étudiants étrangers. La différence avec les publics en exil, c'est qu'ils n'ont pas choisi d'être là. Donc non seulement ils sont étrangers, mais ils ne parlent pas notre langue et ne connaissent pas notre système. Donc ce bureau, c'est vraiment la porte d'entrée pour le service d'orientation, d'inscription universitaire et les différentes aides qu'on peut leur apporter. Ça permet d'éviter qu'ils passent d'un service à l'autre et qu'ils se perdent dans l'université, tout est centralisé. Donc voilà, il y a cet effort commun. C'est au mieux. Après, c'est pas simple, même pour un étudiant français, on le sait. On essaye aussi d'améliorer nos process grâce à leur retour, puisqu'on se rend compte qu'il y a certains dispositifs qui ne fonctionnent pas. On a des procédures administratives qui sont lourdes. On essaye d'améliorer aussi à leur contact, comme tout échange interculturel. Et puis, il y a également des étudiants qui ont participé pour un accompagnement pédagogique. On a mis en place un accompagnement dans certaines matières, comme les maths, l'anglais, l'informatique, qui était ouvert à tous, même pour ceux qui n'avaient pas de projet d'études. Comme ça, ils pouvaient s'insérer au milieu de l'année. Ils n'arrivent pas tous à la rentrée, bien entendu. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, on accueille des chercheurs en exil grâce au programme du Collège de France, le programme PAUSE, qui donne des aides. Donc, on a une dizaine de chercheurs en danger qui ont été accueillis grâce à ce programme. Et puis, très important, il y a un réseau national qui s'est mis en place, le réseau MINCE, Migrants dans l'enseignement national supérieur, qui permet, il y a 42 universités, ça permet des échanges de pratiques. Et ça, donc ça, c'est un réseau à l'échelle de toute la France, voilà, qui coordonne, qui fédère toutes les initiatives au sein desquelles vous échangez, vous partagez vos bonnes pratiques. Hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, l'AUF en fait partie, il y a le programme du Collège de France aussi, le programme PAUSE, et c'est essentiel pour se soutenir, pour échanger nos outils, mais il y a également un rôle de plaidoyer vis-à-vis du ministère pour essayer de faire remonter la voix des universités pour remplir cette mission d'accueil. Et ça, c'est important. Et puis, comme vous l'avez dit en introduction, ce que ça nous a enseigné, c'est à travailler de façon donc décloisonnée au niveau de tous les services de l'université. Au niveau politique, le soutien politique est essentiel, bien entendu, dans la crise des réfugiés. Au niveau des différents services, ça implique vraiment tout le monde, des étudiants, comme je l'ai dit, aussi au niveau du territoire. On a un programme territorial qui recueille l'aide de tous les acteurs du territoire pour le public en exil. Et puis donc au niveau national et international. Et donc pour revenir sur le sujet dont on parle aujourd'hui, la crise de la Covid-19, c'est sûr que ça a été une crise dans notre crise qu'on avait déjà. Ça a rajouté la précarité sur ces publics qui étaient déjà extrêmement fragiles. Donc on a mis aussi en place des dispositifs spécifiques pendant cette crise. On a mis en place, comme vous l'avez dit dans les autres universités, évidemment on a mis en place des dons d'ordinateurs ou des prêts d'ordinateurs, des accès à des cartes SIM, des ateliers spécifiques pour les accompagner encore plus que d'habitude, ou baisser les jauges des cours pour leur permettre de venir vraiment en présentiel. Alors, vous parliez d'accompagnement, il y a aussi le travail collectif, il se fait aussi au niveau du parrainage étudiant. On parlait d'expérience de vie de campus, d'échanges entre les étudiants tout à l'heure. Il y a eu des échanges entre des étudiants réfugiés pendant cette crise du Covid-19 et les étudiants du pays d'accueil. Oui, alors malheureusement, il y a eu beaucoup moins d'étudiants français pour les accueillir. Tous ceux qui étaient engagés notamment sur le réseau Université sans frontières ont continué à maintenir leurs réunions, même au moment du premier confinement, quand l'université a été fermée, ils sont allés dans un parc à l'extérieur, ils ont continué les permanences. Donc là, c'est un engagement qui est à la fois des personnels et des étudiants et qui est extrêmement important en effet. C'est un exemple de vie de campus et de vie étudiante qui continue. Alors, on a déjà quelques questions qui sont arrivées. Je vais juste faire un appel à Katinka qui nous suit en arrière-plan, que les auditeurs ne voient pas parce qu'il y a des questions auxquelles je n'arrive pas à accéder. Voilà, alors on va déjà prendre la première. Dans quelle mesure le management des connaissances, knowledge management, peut aider les universités à surmonter les problèmes liés au transfert des connaissances? Je pense que ça s'adresse à Lilia Chiniti et Eric Sanchez. Et je laisse l'un de vous deux répondre. Je peux dire un mot, Lilia, si tu veux, tu complètes. Voilà, le knowledge management, c'est pas tellement un vocabulaire qu'on utilise à l'université, c'est un vocabulaire que j'ai entendu beaucoup pour les entreprises. Moi, je le comprends comme l'idée de
partage des connaissances. Ça voudrait dire ça à l'université. Ça serait l'idée que chacun connaît un petit bout de la réalité du monde et que finalement, si on veut rêver à bien faire les choses au sein de l'université, il faut qu'il y ait du partage. C'est un peu le décloisonnement dont parlait tout à l'heure Elisa. Alors, c'est très difficile de répondre de manière globale à cette question. En fait, je pense que oui, il y a des universités qui sont saisies de cette question et qui ont fait des choses intéressantes de ce point de vue-là. Je pense qu'il y en a aussi qui n'ont pas rien fait du tout et qui, au contraire, ont continué à fonctionner en silo en laissant des personnels décloisonnés et puis finalement pas de transfert d'informations avec une organisation qui était, on va dire, pyramidale, avec une organisation qui gérait les choses de cette manière-là. Nous, dans le réseau Learning Lab, on l'a géré justement avec le Learning Lab. Le Learning Lab, c'est un endroit qui permet ce partage des connaissances, qui permet à des enseignants et des étudiants, par exemple, à un moment de réfléchir sur qu'est-ce que serait qu'un bon cours pour enseigner telle ou telle matière. Et ça permet effectivement ce partage des savoirs qui est extrêmement important à l'université. Lilia Chiniti, vous voulez ajouter quelque chose? Vous juste décochez votre micro. Lancez votre micro, on ne vous entend pas. Je pense que c'est bon. Eric a bien répondu à la question. Peut-être je répondrai à une autre question, s'il y a une autre. D'accord. Alors, y a-t-il actuellement un travail collaboratif entre le rectorat, les professeurs et les étudiants pour trouver des solutions adéquates à la crise? Si oui, de quelle nature est-il? Alors, cette question est assez large. Je pense que... alors, voyez, est-ce que l'un d'entre vous est interpellé par cette question? Je pourrais répondre, oui. Si vous permettez. Moi, je dirais qu'il y a eu des initiatives de mise en place de travail collaboratif pour résoudre les problèmes de mise en place des scénarios d'enseignement numérique. Par exemple, dans certaines facultés, à travers les délégués qui assistaient au conseil scientifique, on présentait les scénarios d'hybridation qu'on proposait et on prenait l'avis des délégués qui représentaient les étudiants par rapport à la mise en place de ces scénarios qui nécessitent une réorganisation, telle que je l'ai dit précédemment, des emplois du temps, de la répartition des étudiants en groupes, etc. Donc, ce travail collaboratif, on le constate beaucoup plus à l'échelle des institutions universitaires, entre les enseignants, entre l'administration, c'est-à-dire le staff administratif et les étudiants. Et dans certaines facultés, cette discussion, elle est très avancée. En quelque sorte, les délégués sont très présents pour donner leur feedback. Par contre, dans d'autres, peut-être moins. Il y a un autre mécanisme donc de recueil de feedback et de travail collaboratif à travers les questionnaires. Donc, on a mis en place, au fur et à mesure qu'on avançait dans des scénarios d'implémentation, donc d'hybridation, on demandait le feedback des étudiants à travers des questionnaires qui ont été déployés et de manière à voir qu'est-ce qui marchait, comment les enseignements se déroulaient en ligne, quels sont les outils qu'ils appréciaient beaucoup plus pour les séances synchrones. Donc, ça permettait de recueillir leur feedback et de les impliquer dans la conception des scénarios d'enseignement. Voilà. D'accord. Par rapport à ça, ça me fait penser que vous pointiez quelque chose lors de la préparation de ce webinaire. Eric Sanchez parlait de la faible place donnée aux étudiants pour organiser. Donc, justement, Lilia Chiniti insiste sur l'importance d'écouter la voix des étudiants. Ça rejoint un petit peu ce que vous mettiez en avant. Dans les travaux que je conduis sur les jeux, on s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle les approches centrées utilisateurs. C'est-à-dire que quand on conçoit une solution et qu'ensuite on l'offre à l'utilisateur, on sait qu'en général, ça ne marche pas très bien. Et on essaie de mettre cet utilisateur dès le début dans la boucle en disant que ce n'est pas un utilisateur, en fait, c'est un co-concepteur des solutions qu'il va utiliser. Ça, c'est des méthodes très connues maintenant en ingénierie des dispositifs informatiques, des jeux vidéo, par exemple. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses. Je pense que c'est vrai
vrai aussi pour la question de cette crise. On ne s'est pas assez appuyé probablement sur les étudiants. Je pense qu'on aurait pu leur demander plus tôt. On s'est tout de suite saisi et comme je dis, je me mets dans le lot en me disant « Oh là, j'ai une responsabilité, il ne faut pas que je perde mes étudiants ». Mais mon premier réflexe n'a pas été de me dire « Tiens, et si j'allais leur demander ? Et si, comment ils vivent ? Quel est leur problème ?» On a eu plein, à mon avis, aussi des idées fausses sur leur capacité à se connecter, sur les matériels dont ils disposaient. Les enquêtes arrivent a posteriori. On voit l'enquête d'Élise qui est très intéressante. Je pense ce qu'on montre aussi son enquête, c'est qu'il y a une grande diversité du point de vue des situations des étudiantes. Et je pense qu'il aurait fallu peut-être plus tenir compte de cette diversité en les laissant peut-être prendre un peu la main. Après tout, ce sont des jeunes gens qui sont extrêmement, pour la plupart d'entre eux, autonomes, intelligents et éduqués et qui pourraient faire des choses très intéressantes. Donc je pense que, et je le regrette maintenant, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour le faire, de leur donner peut-être un peu plus d'attitude. Enfin, c'est ce qu'on avait fait qu'on avait réalisé un peu avec Lilia et ses collègues. On s'était dit, tiens, on va faire un webinaire, mais ça sera un webinaire d'étudiants. Et on sera animateur de ce webinaire. Et qu'est-ce qu'on avait appris pendant ce webinaire? Il y avait énormément de choses qui étaient ressorties. Et les étudiants nous avaient exprimé des demandes, mais avaient surtout fait des propositions, et qui étaient des propositions extrêmement, extrêmement pertinentes. Moi, dans mon cas, ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Élise Tenré, justement, Eric Sanchez renvoie à tout ce que met à jour votre enquête. Il y a une diversité de situations beaucoup plus importante que ce qu'on imagine au premier abord. C'est vrai qu'on ne s'est pas demandé d'où on partait et dans quelle situation les étudiants se trouvaient pour étudier. Oui, c'est très dur de parler de l'expérience d'un étudiant moyen. Je crois que c'est ce que les enquêtes montrent depuis plusieurs années à l'Observatoire de la vie étudiante et d'autres enquêtes aussi. C'est que. Mais ce que vous me disiez sur les revenus, on ne peut pas faire de revenus moyens et comparer, quoi. Ouais, voilà. Voilà, c'est un monde très diversifié. Et par rapport à la question qui a été posée, moi je fais l'hypothèse effectivement que ce qui a été mis en place a beaucoup dépendu des institutions et des moyens qu'avaient les différentes universités. Alors nous, dans l'enquête, on peut simplement mesurer ce qui a été mis en place pendant le premier confinement selon la grande filière, enfin les filières de l'enseignement supérieur, donc les classes préparatoires, l'université, les STS, les IUT. Et on voit que rien que par filière, il y a eu aussi des différences avec beaucoup plus finalement de continuité pour les étudiants de classe préparatoire, et ça se retrouve puisqu'à la rentrée en septembre, c'est des étudiants finalement qui ont pu continuer à suivre leurs cours normalement, alors qu'à l'université, il a fallu tout réorganiser. Donc voilà, on voit déjà des différences simplement entre les filières, mais avec effectivement l'autonomie croissante des universités, sans doute ce qui a été mis en place dans les différentes universités a beaucoup varié finalement. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. On va revenir sur la question des étudiants en exil avec vous, Elisa Clangeau. Il y a une question qui porte plus précisément sur le financement du dispositif d'accueil des étudiants en exil. Alors, qui finance tous ces dispositifs dont vous nous avez parlé? C'est une excellente question, essentielle dans nos actions. Je vous remercie de l'avoir posée. J'en profite pour commencer par remercier l'AUF, qui est un de nos financeurs. Il y a eu plusieurs appels via l'AUF avec un appel à projet qui s'appelait projet M. Donc, on a toujours un financement grâce à ce projet. Il y a plusieurs financeurs, il n'y en a pas un seul, et pour l'instant, ce n'est pas pérennisé dans le budget des universités. Donc, l'AUF en est un. Je vous ai parlé du Collège de France avec le programme PAUSE. Donc, ça, c'est pour les chercheurs uniquement. Pour la partie étudiante, il y a Campus France qui a mis 2 fois en place, il me semble 2 fois ou peut-être plus, un appel spécifiquement pour les étudiants en exil de nationalité syrienne. Il y a également eu un volet sur les réfugiés dans le dispositif Bienvenue en France dont vous avez dû entendre parler, pour l'accueil des étudiants internationaux. Donc là, il y avait un volet spécifique réfugiés qui permet aussi de financer notre DU PAS dont j'ai parlé. Grâce au réseau mince, l'habilitation de nos diplômes de français, l'habilitation au niveau du MESRI de nos diplômes, leur donne accès aussi aux bourses sociales du Crous. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour leur aide financière. Et puis, je parlais tout à l'heure du territoire et du projet avec la métropole de Grenoble, métropole Grenoble-Alpes. C'est une des premières métropoles qui a signé une convention avec une université sur cette thématique.
via la DIAR. La DIAR, c'est la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Et donc, c'est un appel à projet qui a été fait via les collectivités, qui vient de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, vous voyez que et puis, il y a eu tout au début, j'oublie, la fondation aussi de l'Université Grenoble-Alpes qui a permis de financer le DU. Donc, en fait, il y a tout un ensemble d'acteurs. Vous devez conjuguer différents financements. C'est ça, pour chaque projet, faire un montage très spécifique. Pour certains projets, on a plusieurs financeurs parce qu'on n'arrive pas à financer à 100% sur un seul. Donc, c'est un des enjeux. C'est une question qui est essentielle, bien entendu, parce que c'est un des enjeux. On a mis en place, on a vu qu'on faisait preuve d'adaptation, de réactivité, de beaucoup d'engagement des personnels et des étudiants, mais maintenant, il faudrait passer à l'étape suivante pour stabiliser, pérenniser ces dispositifs. Il y a beaucoup d'universités qui essayent de le faire. Et on sait que c'est une crise qui va durer. Pour pouvoir se projeter, c'est ça, pour l'instant, vous êtes encore avec quelques mois seulement de visibilité ou un an de visibilité, c'est ça? Et en plus, ça demande beaucoup de temps de répondre à ces appels, ça demande derrière de faire des rapports de qualitatifs, quantitatifs. Donc, c'est pas un dispositif qui permet, il y a une certaine fragilité de ce système mis en place, puisqu'il faudrait vraiment pérenniser sur le long terme. Contrairement à la crise de la Covid dont on est en train de parler, c'était le responsable de l'UNHCR en France qui a dit ça. J'ai beaucoup aimé, donc j'ai noté ce qu'il avait dit. Tout le monde le sait, mais il n'existe pas de vaccin contre les guerres et les persécutions. Donc, c'est d'autant plus important de trouver ces financements et de maintenir ce rôle de solidarité de l'université. D'accord. Alors, on va prendre encore une question. Alors, une question qui est assez générale. On va voir comment vous la comprenez et comment vous souhaitez y répondre, parce qu'à la limite, elle résume un petit peu le webinaire. Comment gérer l'enseignement universitaire face à la propagation du Covid? Alors, question très vaste. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de prendre la parole par rapport à ça? Eric Sanchez, Lilia Cheniti, peut-être l'un de vous? Je confirme que c'est une question très vaste. Non, mais quelque part, peut-être, c'est ce qu'on va, comment se projeter dans les mois à venir, sachant que c'est complètement imprévisible cette question du Covid. On ne voit même pas quel est l'horizon retour en présentiel, en fait. Bon, je pense que déjà la crise elle va nous changer de nous, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a survécu, on sait qu'on a plus ou moins réussi à surmonter les difficultés, on a appris énormément, je pense, également de cette expérience. Après, qu'est-ce qui va rester? Alors, il y a un risque quand même, à mon avis, c'est qu'on soit tellement content de revenir au monde d'avant que peut-être, en fait, on a oublié tout ce qu'on a appris et que finalement, on laisse tomber tout ce qui a été mis en place. Il y a quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, c'est les questions des moyens. Je pense qu'effectivement, il y a pas mal d'institutions qui ont décuplé leurs efforts à moyens constants, on va dire, par rapport à cette crise. Je crois que les expériences qui ont été rapportées par nos collègues le montrent, et ça s'est beaucoup basé sur la volonté des personnels et l'engagement des enseignants, mais aussi des étudiants et aussi d'autres personnels qui n'ont pas compté leur peine pour passer cette étape. La question, c'est qu'est-ce qu'on institutionnalise par rapport au dispositif qu'on a mis en place? Je me pose la question, par exemple, pour ces étudiants réfugiés ou en exil, est-ce que c'est un instrument qui va être pérenne, qui va être étendu à d'autres étudiants qui peut-être auraient besoin de cet accompagnement? Est-ce que c'est un dispositif qui va être ouvert aux étudiants aussi français? Parce que pour certains étudiants, ils sont en grande difficulté pour des raisons culturelles, pour des raisons socio-économiques, et peut-être ils auraient aussi besoin de ça. Donc, ma réflexion par rapport à ça, c'est une question politique, en fait. C'est comment les institutions et quels moyens auront les institutions pour finalement mettre en place des dispositifs pérennes de gestion de crise, en espérant qu'on n'ait peut-être pas de crise, mais en tout cas, ces dispositifs, d'arriver à les avoir pour pouvoir les conserver, en tout cas, ou être capable de les activer pour gérer cette crise sanitaire et les crises sanitaires qu'on aura dans le futur. D'accord, merci. Alors, on a encore une question plus sur l'enseignement, mais peut-être qu'Élise Tenray peut aussi apporter des éléments. Quelles pratiques pour emmener des étudiants peu autonomes à suivre et à travailler personnellement, sachant que les étudiants en présentiel ont beaucoup de difficultés à travailler en ligne. Alors, est-ce que c'est ressorti, ces difficultés, dans l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, Élise Tenray, cette difficulté à être autonome, vous avez un petit mot peut-être à dire là-dessus?
Oui, tout à fait. Un étudiant sur deux a évoqué la difficulté rencontrée à organiser le travail personnel ou organiser son temps, en fait. C'est ça, j'ai l'impression, qui a été très difficile. Enfin, c'est la principale difficulté au-delà de la connexion Internet, du manque de travail au câble, c'est vraiment cette difficulté à organiser son temps et peut-être réorganiser son temps aussi avec le distanciel. Et par rapport à la question précédente, je trouve que finalement cette crise, elle agit comme un miroir grossissant de fragilités qui existaient déjà en fait dans le monde étudiant. On les découvre avec la crise, mais en fait elles étaient déjà latentes. Et notamment cette question des fragilités psychologiques, c'est quelque chose qu'on met en évidence dans nos enquêtes depuis plusieurs années. Et c'est une population, la population étudiante, qui est très hétérogène, mais dont une certaine frange montre ces signes de détresse psychologique et bien avant la crise en réalité, et même qui sont plus présents dans cette population que dans la population jeune en général. Donc vraiment, la population étudiante, elle présente des vulnérabilités spécifiques. Et si ça permet de mieux réfléchir à l'accompagnement psychologique de ces étudiants, au-delà de l'accompagnement pédagogique, parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Eric Sanchez, c'est que ça nous a aussi interrogé sur nos propres pratiques, ça nous a changé, nous aussi, les enseignants. Et donc voilà, c'est finalement une crise qui agit comme un révélateur et qui nous fait prendre conscience de ces fragilités du monde étudiant. Peut-être juste un ou deux mots sur les pratiques. Oui, on n'a plus que 5 minutes, on risque d'être coupé. Donc voilà, un ou deux mots sur les pratiques qui peuvent aider à être plus autonomes. Oui, Aurélie, si vous me permettez, parce que moi, je n'aime pas ces questions, parce qu'elle sous-entend que les étudiants ne seraient pas autonomes. Alors, Élise vient de parler de fragilités, ça, je suis complètement d'accord, je sais que ça existe, mais l'autonomie, elle n'est pas intrinsèque, elle n'est pas indépendante du contexte. On est autonome ou pas en fonction d'un contexte qui est donné. L'autonomie, ça veut dire qu'on est libre de faire des choix, mais qu'on a un contexte qui nous permet de vérifier que la liberté, on l'a exercée, on a choisi ses bonnes stratégies. Donc, l'autonomie, elle n'est pas simplement sur la question des étudiants. Si on ne crée pas le contexte adéquat, eh bien, n'importe quel enseignant de maternelle pourra vous dire mes enfants ne sont pas autonomes parce que je n'ai pas mis en place dans la classe les éléments qui leur permettent d'être autonomes. Donc, je pense que c'est important de penser les choses de manière aussi, pas uniquement sur la responsabilité ou des manques supposés du côté des étudiants. Voilà, je voulais dire ça pour cette réponse. Même si, effectivement, je suis complètement d'accord que derrière, il y a des fragilités, il y a des difficultés. Enfin, je pense que c'est autre chose encore. Alors, il y a deux questions, on va voir si on peut les traiter toutes les deux. Comment amener les étudiants à surmonter la crainte de la Covid et à s'impliquer dans des activités de prévention? Là-dessus, quelque chose à dire, on déborde peut-être plus sur le terrain de la santé. Je vous laisse y réfléchir, sinon, alors il y a une question, mais que je n'ai... Ah oui, très très longue. Quelqu'un qui demande quel est le principal changement structurel de l'université causé par la crise et si jamais il y aurait un impact positif de cette crise pour l'université. Y aurait-il un impact positif? Oui. Est-ce qu'il y en a? Oui. Alors, Lilia? Ce que nous avons pu réaliser durant ces derniers mois, on n'a pas pu le faire pendant des années en termes d'adhésion au numérique et à l'enseignement numérique. Je vois mes collègues qui étaient réticents à l'enseignement à distance, maintenant ils demandent à se former par rapport à la pédagogie numérique. Donc je pense que c'était une opportunité pour introduire l'enseignement numérique et l'outil dans nos enseignements et donc mettre en ligne certaines ressources en ligne. Donc ça je pense que c'était une opportunité pour l'enseignement. D'accord. Élisa Glonchot, je vous voyais approuver aussi. Oui, je trouve qu'il y a des impacts positifs. Le fait, on a tous discuté de dispositifs différents et c'est le fait qu'on voit aussi au niveau planétaire et qui se traduit au niveau universitaire, qu'on doit tous travailler ensemble. Tous les services, les étudiants, les enseignants, les chercheurs pour faire face à une crise, cette capacité d'adaptation et de résilience. Et ça me permet de rebondir sur une question qui est posée, qui rejoint cette réponse. Les transitions sociales et environnementales, c'est ça. Pour donner un exemple sur l'université Grenoble-Alpes, depuis le début de 2020, on a une vice-présidence responsabilité sociétale et environnementale. Donc il y avait déjà dans la politique de l'UGA cette mission de responsabilité sociétale, mais la crise est venue rendre encore plus importante la prise en compte de ces dimensions. Donc ça, pour moi, c'est aussi un des aspects positifs.
D'accord. On salue Christine Canard de l'Université de Grenoble-Alpes qui nous explique que justement, elle confirme les résultats compliqués sur le vécu de la crise sanitaire des étudiants. Voilà, et qu'il y a des questions d'emploi du temps à gérer pour la transposition du présentiel au distanciel. Voilà, et donc la dernière question que vous évoquiez était sur les transitions sociales et environnementales. Donc on terminerait avec une conclusion un peu positive finalement. Cette crise a mis tout le monde au pied du mur et a fait ressortir des problèmes qui existaient déjà, liste en ré, et puis voilà, nous oblige à surmonter ces défis. C'est ça, de manière un petit peu inattendue et violente sans doute, mais sans doute ça a eu des effets positifs. Quelqu'un voudrait avoir le mot de la fin, ajouter un mot de conclusion? Lilia Cheniti. Ah, votre micro. Moi, je dirais que la technologie devrait être au service de la pédagogie. Il faudrait que l'intention pédagogique soit là avant de penser à utiliser les outils qui viendront en second lieu pour tout ce qui est enseignement. Voilà. Et je pense que on va plus enseigner comme avant. Dans cette phase post-crise, tout a changé en fait, notre manière d'enseigner, notre manière de communiquer avec nos étudiants. Donc, et je pense que ça va dans un très bon sens. D'accord. Eric Sanchez. Ouais, je voulais dire que nous sommes chercheurs, donc nous pouvons être chercheurs sur notre propre contexte, les conditions dans lesquelles nous vivons. Donc, j'espère que nous allons tirer les enseignements, mais qu'on va prendre le temps de le faire, qu'on aura les moyens de le faire pour effectivement apprendre de ce que nous avons vécu. Je voudrais pas qu'on passe cette époque en disant bon, on met tout ça derrière et puis on oublie. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir un regard. Je pense que les enquêtes qui ont été lancées vont dans ce sens-là. Il y a des collègues aussi qui font d'autres enquêtes, des chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là. Je pense que si on veut vraiment apprendre, il faut qu'on fasse de la recherche sur c'est notre travail, on va savoir faire normalement. Et un dernier mot, Elisa Glangeau. Oui, je rejoins totalement avec Sanchez sur le rôle des chercheurs. Nous, sur la thématique de l'accueil des publics en exil, il faut associer les chercheurs à cette sensibilisation aussi du grand public. Et puis, pour un mot de conclusion, donc nous, du côté des publics en exil, c'est une crise qui va durer et d'une façon aussi générale par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il reste encore beaucoup à faire. On n'a pas tout appris de cette crise, ni de la crise spécifique des réfugiés, mais on continue à apprendre en faisant voilà, le chemin tous ensemble. Merci à tous les quatre d'avoir partagé vos expertises. Merci à tous les internautes qui ont suivi le webinaire, alors de Grenoble jusqu'au Côte d'Ivoire, d'après les messages qu'on a pu voir passer. Et puis, alors pour avoir plus d'informations, de toute façon, vous avez les contacts sur la page de l'AUF. Vous avez les références des différents chercheurs qui sont intervenus, leurs responsabilités. Vous pouvez les contacter pour plus d'informations sur le dispositif étudiant en exil, sur le Learning Lab, sur l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante. Voilà. Donc, merci à tous. Alors, je ne sais pas, je fais signe à ceux qui sont là avec nous, Katinka et les autres, pour savoir à quel moment on termine.